Quelles sont les raisons pourquoi une entreprise voudrait faire une acquisition? On fait de la technologie et là, on veut faire du marketing parce que nos clients demandent du marketing, donc il va faire l'acquisition de talent. La deuxième chose, c'est d'aller chercher un carnet de clients. Donc, on voit que l'organisation X a un carnet de clients qui pourrait littéralement doubler notre organisation du jour au lendemain. On est capable d'aller les acheter. Troisième raison, on veut aller s'intégrer dans un autre pays. On veut pas recommencer à zéro. Donc, on peut voir également expansion géographique. Lors d'une acquisition, dédier un parrain d'arrivée, quelqu'un qui est responsable, pas par un lien hiérarchique, mais par un lien social. Souvent, c'est dans ce lien-là qu'il y a le plus d'informations qui va ressortir, souvent beaucoup plus que par le lien hiérarchique. Et ça a été quick win pour être capable de réussir les acquisitions là, dans le futur. Là. C'est un point que j'ai entendu très, très souvent. Où est-ce que beaucoup d'entrepreneurs disaient que les meilleures acquisitions qu'ils ont faites, c'est quand ils ont payé un premium littéralement sur l'acquisition. Avec mon peu d'expérience, je peux le dire, si vous regardez simplement pour des choses qui peuvent vous paraître pas chères, ben habituellement, c'est qu'il n'y a pas tellement de valeur autour de ça également. Donc ça, c'est clairement un point à garder en tête. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et comme à chaque semaine, je suis en compagnie de Jonathan Léveillé. Et ensemble, on va discuter d'un sujet assez intéressant aujourd'hui, le sujet des acquisitions, le sujet du M&A, si on utilise l'anglicisme ici. Et pourquoi on va parler de ça, Jonathan? Je serais curieux de t'entendre. On a eu la chance de se regrouper entre entrepreneurs dans les dernières journées. Et le sujet qui tournait autour de la table, c'était acquisition. Beaucoup de personnes autour de la table étaient en mode acquisition et veulent s'éduquer. Donc, Antoine a levé la main pour faire venir quelqu'un d'assez compétent et fabuleux qui est beaucoup en mode acquisition ici au Québec, entre autres dans le domaine des technologies. Donc, Antoine, tu as invité quelqu'un que tu avais déjà invité sur le podcast, Vincent Godchal de chez Logient. Donc, Vincent est venu dans un petit groupe privé nous parler là, de ses meilleurs coups et de ses échecs un peu en mode acquisition. Et j'ai eu la chance, dans les journées après, de sortir un peu mon extrait de cette infusion-là de connaissances de la part de Vincent. Je t'ai envoyé mes notes, Antoine, et Antoine t'a dit, ben pourquoi pas en faire un petit épisode de podcast. Je pense que toutes ces petites graines de sagesse-là peuvent être intéressantes à partager avec l'auditoire. Il y en a qui sont déjà en mode acquisition, il y en a qui y pensent, il y en a qui un jour vont être rendus là. Donc, c'est simplement de se lancer un petit peu nos apprentissages de ce regroupement d'affaires-là qu'on a eu là, entre entrepreneurs. Tout ça, je dirais, sponsorisé par Vincent Godchal de Logien. Ben oui, puis ça va être intéressant parce que Vincent est excellent là-dedans. Je pense qu'il s'est intégré. D'ailleurs, Vincent nous a donné la possibilité de partager un petit peu les différents apprentissages qu'on avait fait de sa présentation. Donc, juste pour vous donner un petit peu de contexte, Vincent Godchal est venu 2 fois sur le podcast. On mettra les liens dans les notes de l'épisode. Je risque de le réinviter prochainement quand on veut faire peut-être des petites chroniques sur des acquisitions qui viennent de se dérouler, avoir son point de vue. Je pense que ça peut être excessivement intéressant. Vincent, qui a rejoint l'organisation de Logian il y a peut-être à peu près une dizaine d'années de cela maintenant. L'entreprise était 20-30 employés à ce moment-là. Lui est arrivé avec un plan de croissance, un plan orienté sur des acquisitions. Et pour vous donner un peu de contexte, je pense qu'aujourd'hui, ils sont plus de 500 employés. 10 ans plus tard, 12-13 acquisitions qui ont été faites. Des petites acquisitions, des fois des très grandes acquisitions qui avaient plus d'une centaine d'employés. Et oui, Vincent nous a fait le privilège la dernière fois de nous partager un petit peu ses trucs et ses astuces. Jonathan, on commence où? Je sais que tu t'es pris beaucoup de notes qui pourraient être intéressantes de partager avec l'audience et peut-être par la suite, je pourrais donner mon point de vue sur ces différents points. Absolument, j'ai une dizaine de bullet points que je peux partager. On pourra échanger ensemble à travers tout ça. La première phrase de Vincent qui m'a marqué, c'est la suivante, c'est « Cheap can be expensive ». Et Vincent l'a divisé en 2 morceaux. Le premier élément, c'est quand on a une cible en tête et qu'on avance pour une acquisition potentielle, ben, il faut comprendre souvent le pourquoi l'entreprise ne va pas bien, parce que souvent les gens veulent vendre quand ça va pas bien. Et il faut être convaincu de pouvoir relever la cible, de l'amener dans une zone positive. Sinon, ce que Vincent nous expliquait, c'est qu'il vaut parfois mieux acheter plus cher une entreprise qui va bien qu'une cible qui est en mode de décroissance ou en mode vers le chemin de la mort carrément. Donc, des fois, de vouloir payer quelque chose pas cher parce que ça va pas bien, ben, ça peut se révéler cher au final. Donc, des fois, c'est mieux de payer plus cher une cible que d'aller avec quelque chose qui coûte pas cher. Et Vincent a amené également un autre élément sur le cheap can be expensive, c'est qu'il ne faut pas lésiner sur les frais de consultant. Ça va vite, ça coûte cher, mais ça peut, et c'est généralement, ça va éviter de grandes erreurs coûteuses que Vincent nous transmettait.
Et c'est toujours, moi de mon côté, ça fait quelques due diligence qu'on fait pour acquérir des entreprises. On est présentement là-dedans pour faire une acquisition. Et à chaque fois qu'on lève le téléphone pour parler à l'avocat, parler au fiscaliste, mon Dieu que ça va vite. Et à chaque fois, on se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de, de ce bill-là de 500 $ pour un ou deux courriels échangés ou de 1000 $? Et Vincent disait, écoutez, ne lésinez pas là-dessus parce que vous allez le payer tôt ou tard. C'est simplement une dette que vous allez accumuler si vous n'utilisez pas vraiment les bons consultants autour de vous. Ça va vous coûter 2, 3, 4, 5, 10 fois plus cher. C'est toujours rassurant d'entendre ça de quelqu'un qui a de l'expérience parce que quand on est dedans, le fait d'utiliser ces bons consultants-là, on voit juste la facture monter, mais on voit pas ce que ça nous sauve réellement. Et Vincent nous expliquait les fois où il avait tenté de réduire sa facture de spécialiste autour et que ça a coûté plus cher au final. Puis c'est un point que j'ai entendu très, très souvent. Où est-ce que beaucoup d'entrepreneurs disaient que les meilleures acquisitions qu'ils ont faites, c'est quand ils ont payé un premium littéralement sur l'acquisition. Avec mon peu d'expérience, je peux le dire, si vous regardez simplement pour des choses qui peuvent vous paraître pas chères, peu dispendieux, ben habituellement, c'est qu'il n'y a pas tellement de valeur autour de ça également. Donc ça, c'est clairement un point à garder en tête. Un autre élément qui m'a beaucoup résonné, Vincent expliquait pourquoi il avait dans sa stratégie de croissance les acquisitions et non d'y aller seulement en mode organique. Et il se disait simplement, je suis trop impatient. Donc, d'aller chercher la croissance en mode organique, il y a quand même une limitation physique, je dirais, à réussir à croître. Donc, le chemin de l'acquisition, si c'est bien planifié, si c'est bien exécuté, peut être un grand accélérateur de croissance pour une entreprise. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd de mon côté. Nous, chez OpenMind, on avait dans notre plan initial la croissance organique d'abord et avant tout, et acquisition était simplement des bonus au bout de la ligne. On va en être dans les prochains trimestres à rebrasser un peu les cartes de notre côté et il y a de fortes chances que ça ne soit plus juste une question de bonus à la croissance, l'acquisition, mais probablement là, d'aller un petit peu plus en mode de stratégique acquisition pour aller chercher de la croissance. Puis la mathématique est simple, c'est à dire que doubler votre organisation quand vous arrivez avec une certaine taille, de plusieurs millions de chiffres d'affaires, de plusieurs dizaines de millions peut-être même de chiffres d'affaires, ça commence à être de plus en plus complexe de simplement aller chercher les clients un après l'autre. Mais si vous regardez votre compétiteur ou une organisation qui n'est pas tellement loin de votre taille et que vous en faites l'acquisition, automatiquement vous êtes capable de doubler. C'est un des mécanismes que Vincent a mis en place. Les dernières acquisitions qu'il a fait, l'entreprise était quasiment la même taille ou peut-être un petit peu plus petite que ce que le Logien était. Automatiquement, tu arrives, tu es capable de doubler l'organisation. Bien entendu, il y a des frais. On doit s'assurer d'avoir un bon levier avec les banques. Mais si on croit fondamentalement que les synergies sont présentes et qu'on est capable d'aller augmenter de la valeur, pourquoi pas? Ça me paraît quasiment dangereux de ne pas le faire. Absolument. Un autre point que Vincent portait, que je trouvais vraiment intéressant, puis je me mets toujours dans l'optique qu'on est en train là, d'avancer dans une acquisition de notre côté, il ne faut pas assumer qu'on a raison. Et il l'amenait dans un angle, surtout par rapport au staff, par rapport aux employés. Il donnait une anecdote comme quoi qu'une des acquisitions qu'il a faites dans le temps, en quelques mois, malheureusement, la majorité des gens n'étaient plus dans l'aventure, alors qu'il se disait, ça n'a pas de sens, ces gens-là vont gagner plus quand ils vont arriver dans notre organisation, ils vont travailler sur des plus gros projets, les bénéfices sont plus avantageux pour eux, c'est sûr qu'ils vont être contents et qu'ils vont rester. Donc, souvent, on peut prendre ça comme pour acquis que ces gens-là vont être plus contents, vont rester au bout de la ligne. Et il expliquait que c'est important de demander à ces gens-là pourquoi ils sont dans l'entreprise initiale dans laquelle ils sont. Et j'ai trouvé ça tellement brillant parce que des fois, on va aller acquérir peut-être des entreprises qui sont plus petites que la nôtre. Peut-être que ces gens-là aiment ça, être dans une petite entreprise qui est moins structurée, peut-être, qui est moins encadrée, qui est moins formelle dans certains éléments, qui est plus une petite famille, une petite équipe. Et là, des amener dans une plus grande entreprise, même si les conditions salariales sont meilleures, même si les avantages sociaux sont meilleurs, les projets semblent peut-être plus intéressants, mais peut-être pour eux, c'est pas ce qui les intéresse. Donc, il l'expliquait pour avoir du succès lors d'une acquisition, assurez-vous de demander au staff que vous acquérez, je ne sais pas si j'ai le bon terme en français, mais de leur demander quelles sont leurs attentes envers un nouvel acquéreur de l'entreprise et pourquoi ils sont dans l'entreprise dans laquelle qu'ils sont actuellement. Donc, de bien comprendre leurs motivateurs et s'assurer qu'on va être vraiment aligné avec qu'est-ce qu'eux veulent pour que, au bout de la ligne, ces gens-là restent dans l'organisation parce que c'est bien beau acquérir une liste de clients, des projets, mais si l'équipe ne suit pas,
souvent, ça finit par être une transaction qui est perdante pour tout le monde, là. Bien sûr, puis un des points à garder en tête, si petit conseil que j'ai vu de mon côté en étant, un petit peu dans cette, dynamique d'acquisition-là dans les dernières années, votre Office Vibe, votre logiciel RH devient un des plus gros actifs de votre entreprise si vous êtes dans la prestation de service. Parce que bon, si on analyse concrètement, quelles sont les raisons pourquoi une entreprise voudrait faire une acquisition? Numéro un, on veut aller acheter, entre parenthèses, du talent. On veut aller acquérir du talent. Donc ça peut être un des premiers points. On fait de la technologie comme Jonathan et là, du jour au lendemain, on veut faire du marketing parce que nos clients demandent du marketing. Bien là, Jonathan s'en va faire l'acquisition d'une agence, disons, de marketing pour compléter son offre. Donc, il va faire l'acquisition de talent. D'ailleurs, je tiens à le dire, ce ne sont que des exemples ici. Il n'y a absolument rien de vrai dans ce que je viens de dire. Donc, il peut avoir cette option-là. La deuxième chose, c'est d'aller chercher un carnet de clients. Donc, on voit que l'organisation X a un carnet de clients qui pourrait littéralement doubler notre organisation du jour au lendemain. Ces clients-là ont besoin de nos services, on est capable d'aller les acheter. Donc ça peut être la deuxième raison de faire une acquisition. Troisième raison, souvent, on peut voir également expansion géographique. Ça va plus vite. On veut aller s'intégrer dans un autre pays. On ne veut pas recommencer à zéro. Donc, on fait une acquisition géographique. J'ai eu le président de LCI Éducation qui est venu cette semaine sur le podcast. LCI Éducation, pour les gens qui ne le savent pas, c'est à la base les gens qui ont fondé le collège La Salle au Québec qui, finalement, ils se sont internationalisés, ils sont rendus dans une dizaine de pays. C'est une organisation qui fait 200 millions de chiffre d'affaires. C'est énorme. Ils ont fait 10 acquisitions dans les 10 dernières années. Chaque fois, c'était la même chose, expansion géographique. On veut ouvrir en Espagne, on achète une école à Barcelone. On veut ouvrir en Colombie, on achète une école à Bogota. Donc, il y a également ce mécanisme-là qui peut se mettre en tête et il y en a d'autres. Mais il faut analyser un petit peu ça. Et plus souvent qu'autrement, quand on est dans la prestation, c'est le point numéro un souvent qui vient, c'est-à-dire un complément à un service déjà existant. Donc, on va acheter un département, on va acheter une expertise qu'on n'a pas. Et si les gens de l'autre organisation ne suivent pas, bien là, il n'y en a plus de département, il n'y a pas tellement de valeur. D'où l'idée d'avoir un Office Vibe bien entretenu ou un logiciel RH bien entretenu qui est capable de donner l'heure juste à l'acheteur. Parce que moi, je l'ai vécu. Si vous voyez ou faites une vérification diligente et que le logiciel RH vous donne des signaux alarmants, c'est peut-être le temps de reculer. Et c'est un bon point. C'est ce que moi, j'avais comme action de mon côté de s'assurer dans nos listes d'exécution pour le due diligence d'une acquisition, de demander l'Office Vibe à la cible de l'autre côté ou de s'assurer qu'il l'installe au moins pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau humain dans l'organisation, dans l'équipe. Et Vincent mentionnait que c'est important de se poser réellement la question de est-ce que l'équipe de l'autre côté va bien s'intégrer à la culture actuelle de l'organisation. Et si moindrement on doute, eh bien ça, c'est un gros drapeau rouge là, de faire attention parce que on risque de diluer sa propre culture et de se dénaturer et de faire quitter des gens qui étaient dans le bateau initial. Donc ça, on est, je pense, souvent optimiste de dire oui, oui, ça va bien s'intégrer, les gens vont bien s'entendre, c'est la même culture, mais chaque organisation est différente et je pense qu'il faut pas juste porter un regard aveugle sur cet aspect-là. Un autre élément intéressant que moi j'ai retenu, c'est que lors d'une acquisition, de dédier un parrain d'arrivée dans l'organisation d'accueil. Donc, d'avoir quelqu'un qui est responsable, pas par un lien hiérarchique, mais par un lien social, de dire, Philippe, tu es responsable de gens qui vont arriver dans l'organisation. On veut que tu fasses un touch point avec lui aux 2, 3, 4, 5 jours, que tu l'amènes dans les événements culturels de l'organisation, que tu t'assures là, de vraiment faire un touch point avec lui. Et Vincent mentionnait souvent, c'est dans ce lien-là qu'il y a le plus d'informations qui va ressortir, souvent beaucoup plus que par le lien hiérarchique. Et ça a été un de ces bons quick wins pour être capable de réussir les acquisitions là, dans le futur. Là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cet aspect-là, parce que souvent, on va s'en remettre au lien hiérarchique pour refaire sortir cette information-là, alors que c'est peut-être pas le meilleur lien à ce moment-là à créer, ou du moins le meilleur lien qui va favoriser la communication. Ensuite, on a un petit aspect intéressant, si la cible qui est acquise garde des actions dans l'organisation, il y avait une mention de ne pas nécessairement laisser l'actionnariat dans cette société-là, mais de plutôt faire un transfert d'actions pour que la cible acquise fasse partie du conglomérat d'en haut ou du groupe de sociétés le plus haut possible afin d'aligner les intérêts de tous. Car sinon, ça crée des silos avec des priorités, je dirais, qui sont un peu plus individuelles au final. Donc, cet aspect-là est intéressant
Et en discutant avec les gens autour de la table, on s'est rendu compte que c'est souvent un petit morceau qu'on est pas nécessairement aveugle, mais du moins que ça nous a ouvert une vision, je pense, qui permet d'aligner plus tout le monde dans le futur, dans le cas où il y a des cibles, qu'il y a un pourcentage d'actionnariat qui reste dans l'organisation. Ensuite, avant de fermer ou finaliser une transaction, je pense qu'il faut se demander en tant qu'équipe de gestion, est-ce qu'on est vraiment excité par cette acquisition-là? Parce que si l'équipe n'est pas excitée d'avancer, d'aller de l'avant, eh bien, le bout le plaisant, c'est vraiment faire l'acquisition, mais l'intégration par après, si on n'a pas excité à la journée de closing du deal, c'est sûr et certain que l'intégration ne sera pas excitante, elle, généralement, parce que c'est vraiment là que le gros travail complexe commence, ou du moins est plus complexe rendu là. Donc, si on n'a pas cette énergie-là d'excitement, puis de dire, hey, là, c'est une bonne et belle transaction, puis ça va donner quelque chose pour tout le monde, et le chemin après va être probablement difficile dans le côté intégration et ça risque d'être un résultat négatif au bout de la ligne, là. Le plus facile, c'est l'acquisition. Le plus difficile, c'est l'intégration. Exactement. Donc, si on n'est pas excité, qu'on n'a pas l'énergie, l'intégration va définitivement pas nécessairement bien se passer au bout de la ligne. Important également d'avoir un bon plan pour le après. Souvent, il y a des gens ou des entrepreneurs qui sont en mode cow-boy de dire hey, je veux faire une acquisition parce que c'est bon pour l'ego, mais il n'y a pas de réflexion, de stratégie de communication, de stratégie d'intégration, d'implication des personnes clés, de plan de rétention de l'équipe de l'autre côté et des clients. Donc, c'est l'élément là, à ne pas négliger. Petit point, si on inverse les chaises, qui est intéressante, qui était mentionnée, si jamais vous vendez votre organisation, souvent, l'acquéreur va créer ce qu'on appelle un earn-out, donc une partie du prix d'achat va être remis sur une certaine période de temps selon l'atteinte des résultats ou d'une échelle de calendrier. Et cet élément-là, souvent, est basé sur les profits qui sont générés. Et là, l'aspect intéressant que Vincent mentionnait, c'est que c'est généralement ce qu'on entend, c'est qu'il va y avoir un earn-out, donc un aspect financier qui est basé sur les profits qui seront générés dans les prochains trimestres, prochaines années. Et là, si on se fait acquérir et qu'on a ça dans notre contrat, la réalité, c'est qu'un coup qu'on était acquis, on n'a plus nécessairement main mise sur les dépenses. Donc, il y a souvent comme je pourrais dire, des petits snoraux qui pourraient dire on va rajouter des dépenses à ce moment-là pour baisser le bénéfice. Et on n'a plus nécessairement le mot final à travers tout ça. Donc, on n'a pas le plein contrôle de gérer nos dépenses après une acquisition. Alors là, ce qui était mentionné, c'est assurez-vous que le earn-out soit pas sur la ligne du bas, mais plutôt sur la ligne du haut, donc sur les revenus générés. C'est surtout là qu'on a un impact après une acquisition future. Donc, si on veut pas se faire avoir, ne jamais avoir un earn-out sur la ligne du bas, mais plutôt l'avoir sur la ligne du haut. Ici, je l'avais jamais entendu et on a eu des belles anecdotes autour de la table là, par rapport à ça, là. Ben oui, parce que si on se met dans la peau d'un acquéreur, au final, il va vouloir reprendre un contrôle sur la gestion, un contrôle sur les coûts opérationnels. Il va peut-être vouloir faire un petit peu de ménage. Peut-être qu'au contraire, il va vouloir accélérer les investissements pour aller encore plus vite. Eh bien là, vous, en tant que personne qui vient de se faire acheter, vous n'avez plus nécessairement beaucoup de contrôle sur tous ces coûts, toute cette structure opérationnelle parce que vous n'êtes plus en charge de l'entreprise. Mais vous pouvez continuer à être en charge d'aller chercher des clients. Ça, c'est plus facile à contrôler, soyons honnêtes. Donc, non, c'était un excellent point, un point qui, si ultimement on est dans ces situations-là, ça risque de nous faire sauver plusieurs millions de dollars, Jonathan. Et si la personne qui fait l'acquisition est vraiment mal intentionnée, elle pourrait facturer des frais de consultation, des frais d'administration venant de la maison mère en haut pour ramener le bénéfice à zéro, voire même négatif de la société elle-même, alors que lui, ça ne change rien ou un coût consolidé au niveau des états financiers. Mais dans le silo de l'acquisition initiale, ça peut changer vraiment la donne pour la personne qui se fait acquérir. Donc ça, je ne l'avais jamais entendu. Et mon Dieu, que je trouve ça intéressant là, pour ceux qui vont vendre. Ne négligez pas ce point-là parce que ça peut faire une énorme différence dans vos poches et une énorme différence aussi pour bien dormir la nuit par la suite, là. Dernier point qu'il mentionnait, si jamais vous êtes en mode vente, de s'assurer, même acquisition, de quels sont vos non négociables dans une transaction. Parce que parfois, on débute une discussion, on débute un chemin d'acquisition ou de vente. Et là, on met tellement d'énergie là-dedans qu'on finit par ne plus voir clair. On a le nez collé directement sur l'arbre. Et on se rend compte, après avoir finalisé quelque chose, qu'on a peut-être, je dirais pas nécessairement violé, mais on a bypassé certaines règles ou non négociables qu'on aurait dû dire non et se sortir de la transaction, mais parce qu'on est trop
impliquées à l'intérieur de ce processus-là, qu'on en laisse passer certaines, puis par après, on dit, mon Dieu, ça, on aurait peut-être dû sortir en cours de route pour un côté ou de l'autre de la table. Donc, si on est clair au départ avec son équipe de gestion, quels sont nos non négociables dans les transactions, je pense que c'est plus facile pour tous de ne pas dépenser trop d'énergie, mais du moins d'avoir vraiment un livre clair de dire voici quand est-ce qu'on devrait sortir d'une transaction. Si un de ces points-là ne correspond plus à ce qu'on voit sur la table, on se retire de la table et on passe à un autre numéro pour le bien de tous, là. Si c'est pas un hell yeah, c'est un hell no. Il n'y a pas de hell maybe. Et ça, je l'avais déjà entendu. Je pense que c'est important de le dire. On doit être heureux, excité, comme tu l'as mentionné, convaincu, et il doit y avoir une unanimité. Ultimement, il peut y avoir des discussions et des débats. Ça fait du sens. Mais à la fin, les gens qui sont en charge de ça doivent se dire oui, ça fait du sens. Ça va nous aider. On a coché les pour, on a coché les contre, et clairement, il peut y avoir un bénéfice à l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un point que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui doivent considérer avec attention. Et moi, je l'ai fait souvent quand tu es tout seul, tu rentres un petit peu dans une vision tunnel, le tunnel vision, un peu qu'on utilise en anglais, et tu veux faire l'acquisition parce qu'effectivement, il y a peut-être un petit peu d'ego qui embarque et plein de choses dans ce style-là. Mais au final, vous allez débourser des sommes, que ce soit en temps, que ce soit en argent, et vous voulez vous assurer que ça soit fonctionnel, et ça peut ne pas être fonctionnel. Donc, entourez-vous, posez des questions à vos équipes. Moi, dans le futur, si on a encore une fois des acquisitions à faire, bien entendu, je vais amener beaucoup plus de gens dans les discussions et dans les réflexions. L'enjeu, par contre, par rapport à ça, c'est deux choses. La mariée est toujours plus belle le jour 1, ou plutôt à la première heure du mariage qu'à minuit le soir. Donc, on est excité souvent au départ on pense que la transaction va être X, et au fur et à mesure qu'on dépense de l'énergie ou qu'on investit de l'énergie dans le due diligence, on se rend compte que il y a un peu plus de plis sur la robe de la mariée qu'on pensait au départ, puis que c'est pas aussi aussi beau que le portrait initial. Donc, il faut se dire à quel point qu'on se dit qu'on se retire et que ça fait plus de sens. C'est souvent quelque chose qui est pas nécessairement objectif. Dans certains cas, c'est plus subjectif. C'est une accumulation de petites choses qui vont se révéler durant l'investigation qu'on fait, chaque petite chose prise individuellement, c'est correct, mais en les rassemblant ensemble, ça crée quelque chose qui est peut-être trop négatif au final. Après ça, c'est une question de perception. Souvent, les joueurs qu'on va avoir impliqués dans le due diligence ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour là-dedans. Donc, les gens se disent, là, je peux pas avoir mis toute cette énergie-là pour dire qu'on se retire de la table à ce moment-là. Donc, le regard peut peut-être être biaisé par certains joueurs de l'équipe de gestion. Donc, c'est toujours quelque chose qui est flou dans certains cas, qui est selon une question de perception. Donc, de là l'importance d'avoir ces non négociables de clairs et écrits, de les réviser à un certain intervalle de temps pour être sûr qu'on maximise chacune des transactions de manière positive. Est-ce qu'il y avait d'autres points qui avaient marqué ton attention? C'est complet de mon côté. Autre que, autre que Vincent est très, très fort dans ce Ah, domaine. absolument, absolument. Je dirais, si jamais vous êtes dans le monde de la tech, vous faites du développement logiciel ou que vous faites du MSP, ou que vous êtes un MSP, que vous êtes en mode je veux vendre un jour, n'hésitez pas à venir nous voir chez OpenMind. On va lancer une fleur à l'OGN aussi également. Donc, vous allez voir Vincent également aussi qui est très fort là-dedans. Mais voilà, je pense qu'il va probablement avoir beaucoup de mouvements dans les prochaines années ici au Québec. Bah, bien sûr, surtout dans un contexte où est-ce que l'économie est plus complexe. Qu'est-ce qui se déroule à ce moment-là? Ben, c'est pas tout le monde qui veut passer à travers la tempête. On veut peut-être aller protéger ce qu'on a construit, aller sur d'autres projets. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont avoir des opportunités. Donc, effectivement, habituellement, quand il y a cette conjoncture économique qui se crée, il peut y avoir une consolidation qui se crée également dans plusieurs différentes catégories. Et peut-être un dernier point que tu n'as pas mentionné, Ben, mais que tu le dis. Oui, vas-y, vas-y, Jonathan. non, continue, Antoine. C'est probablement pas le même point qu'on s'en allait sortir. Vas-y. Ben, un point qui est intéressant, c'est de le dire. Si vous êtes en mode achat, dites-le. Dites-le sur le podcast. Donc, Jonathan l'a mentionné un petit peu à la blague, mais c'est vrai, je pense que les gens doivent le savoir. D'ailleurs aussi, on fait une annonce. Si vous, de votre côté, vous êtes dans le domaine marketing numérique, que vous avez XYZ agence et que vous aimeriez aller sur d'autres projets, venez également me contacter. Je suis toujours en mode acquisition, toujours en train de regarder. Je suis également dans différents deals au moment où on se parle. Donc, je pense que c'est important de le dire. Peut-être que tu avais un dernier point, toi, Jonathan. Ben, l'impact des taux d'intérêt, je pense que c'est important d'en discuter très rapidement. C'est que, veut pas, les taux d'intérêt vont venir impacter
la capacité financière des acquéreurs aussi par rapport au prix qui est payable. On le voyait là, dans l'écosystème à l'heure actuelle, les transactions qu'on entend, il y a un ralentissement des transactions parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Ça va probablement se régulariser à travers le temps, mais faut pas négliger cet aspect-là, là, dans le fond. Qu'est-ce que ça donne ou qu'est-ce que ça a comme impact sur l'acquéreur au niveau de la rentabilité de la transaction? Il y a peut-être eu des chiffres qui étaient très positivement gonflés dans les dernières années parce que le coût de l'argent était très, très, très faible. Le coût est plus, je dirais, raisonnable aujourd'hui, bien qu'on ait l'impression que c'est très cher, là, du 5, 6, 7, 8 de financement pour une transaction, même voire plus, alors que c'est un peu plus une moyenne qui est, je pense, raisonnable pour une économie de longue durée, là. Effectivement. Donc, ça, c'est à garder en tête aussi. Jonathan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ces partages du très bon entretien, ou plutôt exposé que Vincent nous a donné récemment. On le remercie encore une fois. Donc, merci Vincent Godchal, l'entreprise Logian. Allez jeter un petit coup d'œil si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le domaine technologique ou peut-être même vendre votre organisation. Ils sont toujours à la recherche de nouveaux acheteurs. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.